Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Parentalité Vivante. J'ai une vidéo à vous faire parce que j'ai eu à faire une formation sur précisément les pédagogies alternatives et on a eu à parler d'éducation, ce qui m'a permis de véritablement conscientiser certains points qui sont transmis dans l'éducation positive, l'éducation dite bienveillante. Et j'ai pu y déceler encore davantage de dérives dans lesquelles je suis moi-même tombée. C'est ce qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai pu effectivement véritablement m'interroger sur ma façon de faire d'il y a une dizaine d'années et aujourd'hui. La personne qui donnait la formation a une expérience de plus d'une vingtaine d'années. Donc ça venait interroger la légitimité. J'ai pu véritablement déjà mettre en exergue, et j'aimerais véritablement le poser là, le fait que l'enfant a des besoins. Dans l'éducation positive, bienveillante, on va écouter les besoins de l'enfant afin de nourrir et satisfaire ses besoins dans l'objectif que si l'entièreté de ses besoins sont satisfaits, eh bien, il va pouvoir se développer au niveau cérébral et de manière affective dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'est ce qui est transmis dans l'éducation positive. Enfin, je schématise. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en fin de compte, on peut comprendre qu'à partir du moment, et ça c'est complètement entendable, et c'est ce que j'entendais à l'époque, c'est de se dire, bien, à partir du moment où l'enfant n'est pas mis sous stress au niveau de son cerveau et que du coup, il ne va pas produire du cortisol, eh bien, ça va lui permettre de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se développer, etc. Et donc, à partir du moment où un enfant n'est pas entendu dans ses besoins, eh bien, il peut être compliqué pour lui de se développer correctement. Alors, oui, je suis complètement en phase avec cette affirmation, et j'ai pu me rendre compte que le souci n'est pas dans l'écoute des besoins, mais dans la définition même et dans le champ expérientiel de ce qu'est un besoin. Alors, c'était très intéressant. Il nous a été proposé, j'ai proposé au groupe de dire, voilà, comment est-ce que vous gérez lorsqu'un enfant, tous les midis, tous les soirs, à chaque repas, il vous demande un dessert au chocolat. Voilà, il y a plusieurs desserts qui peuvent lui être proposés. C'est toujours celui au chocolat qu'il va décider de prendre. Il m'a été répondu qu'il n'y avait
absolument aucun problème avec le fait de vouloir et de consommer un yaourt au chocolat à chaque repas. Tant que c'était la demande de l'enfant, elle devait être honorée et que c'est un aspect de l'enfant que nous, en tant qu'adultes, on ne saisit pas, mais que ça doit satisfaire un besoin profond pour le développement de l'enfant. Waouh! Et, ah oui, c'était en rapport avec la notion de caprice. Alors, c'était très intéressant parce que, effectivement, il y a 10 ans, je me situais dans une posture de reliance par rapport à ce qui est dit dans l'éducation positive, c'est-à-dire il n'y a pas de caprice véritablement de l'enfant, c'est simplement le fait que le parent étiquette la demande de l'enfant comme un caprice parce que il n'en comprend pas le sens et le sens profond. Alors, comme j'ai partagé au groupe, j'en suis revenue et je maintiens ma position parce que, en fait, il faut bien comprendre que dans l'éducation positive et dans l'éducation bienveillante, il faut que vous entendiez qu'un besoin, je vais rappeler ce qu'est un besoin, c'est ce qui est vital pour l'enfant et c'est ce dont on ne peut s'abstraire, d'accord? Donc il y a les besoins, on va dire, fondamentaux, manger, boire, les besoins au niveau de la relation humaine, donc de connexion, d'amour, d'affection, de lien. Voilà, ça ce sont des besoins. Vouloir manger un yaourt au chocolat, une crème au chocolat, est une stratégie pour nourrir un besoin qui est peut-être beaucoup plus effectivement caché. Soit. En fin de compte, j'ai interrogé qu'est-ce que ça va générer sur l'enfant si son yaourt au chocolat lui est accordé à chaque repas. Ça va lui envoyer l'information que lorsqu'il demande quelque chose, alors même que c'est certainement pas équilibré pour son corps, pour son être, et si on n'est pas justement en lien avec cette compulsion, parce que c'est une compulsion, ce n'est pas un besoin selon moi, et si je ne m'interroge pas sur le pourquoi est-ce qu'il y a cette demande récurrente par jour et que je ne me relie pas à ce qui est véritablement vivant derrière cette demande, alors j'y suis pas du tout. Si je nourris cette demande de yaourt au chocolat chaque jour jusqu'à, évidemment, à un moment donné, il va arrêter de me le demander, mais ça ne voudra pas dire que le problème de fond a été réglé. Et pour moi, ce n'est pas simplement quelque chose que l'enfant veut pour nourrir quelque chose de plus profond. Pour moi, ça me parle de lui, ça me parle de ce qui se vit pour lui ou de ce qui ne se vit pas pour lui. D'autant que lorsqu'on sait que la nourriture a un lien profond avec la mère et le fait de mettre à la bouche quelque chose, enfin de la nourriture notamment, c'est pour combler souvent un vide et c'est en lien avec les émotions aussi. Donc à travers ça, mon enfant me parle de lui. Et donc si je lui donne ce yaourt au chocolat sans même m'interroger, je parle d'une demande qui serait récurrente, évidemment. Je ne parle pas une fois de dire je veux du yaourt au chocolat.
Mais si vous voyez que c'est compulsif et que ça revient systématiquement et que ça crée une crise lorsqu'il y a une proposition d'autre chose, alors là, c'est important d'aller s'interroger là-dessus. Donc ça, c'est une des premières choses qui a été vue. Donc la notion de caprice. Alors, effectivement, alors, je suis pas très à l'aise avec cette notion parce qu'en fait, derrière les crises de caprice, entre guillemets, ça peut nous renseigner sur tout un tas de paramètres. Ça peut être effectivement un mal profond, ok, on va aller regarder, mais ça peut aussi être une habitude qui est en train de s'installer. Parce qu'il faut bien, et une habitude, ou bien des désirs et des envies qui commencent à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. L'enfant va commencer à voir qu'il a un petit moi à l'intérieur, qui veut quelque chose, qui désire quelque chose. Et il est en train de véritablement construire en lui la manière d'obtenir ce que veut ce petit moi. Et ce petit moi va générer beaucoup de souffrance. Parce qu'évidemment, un petit moi ne peut pas obtenir toujours ce qu'il veut. Et il ne faut surtout pas qu'il obtienne toujours ce qu'il veut. Parce que ça va développer non pas ni le cerveau, ni l'être-té véritable de votre enfant, mais simplement son ego en fait. D'accord ? Et donc ce n'est qu'à l'âge de entre 6 et 8 ans, où là, il y a vraiment une adhérence en fait à l'ego qui aura, comment dire, petit à petit qui se sera construit, d'accord, au plus profond de l'enfant. Il aura effectivement de 3 à 6, 7 ou 8 ans, ça dépend des enfants, pu construire à l'intérieur de lui ce qu'on appelle ces murs de séparation. Alors, ces murs de séparation, pour moi, ce sont toutes les brèches que l'ego va saisir et construire, ce sont ses propres créations, pour pouvoir petit à petit éloigner, séparer l'enfant de son cœur et donc de sa connexion à ce qu'il est véritablement. Donc moi, dans mes accompagnements, c'est mon seul objectif, c'est que l'enfant puisse maintenir cette connexion à son cœur. J'y reviendrai de manière récurrente dans tous les cas, puisque c'est le cœur de ce qui m'anime. Et ça me permet de vous parler d'un deuxième aspect que j'ai entendu. Lors de cette formation, j'ai entendu que tous les enfants et tous les êtres, lorsqu'ils viennent au monde, sont des êtres d'empathie et de bienveillance, et que ils sont connectés à leurs besoins, et que tout ce qui est posé comme action par l'enfant est nécessairement pour son épanouissement personnel, et que nous, notre posture de parents doit être d'observer l'enfant et de le suivre et de l'accompagner dans ce qu'il est en train de vivre, pour respecter le rythme de l'enfant, pour lui apporter, comment dire, pour lui apporter tout ce dont il a besoin en fait, parce que ça part du principe que tout ce que pose comme action un enfant est
pour le servir, en fait, pour servir son cœur et son développement dans de bonnes conditions, etc. Alors, j'aimerais revenir là-dessus parce que, oui, les êtres, originellement, nous sommes tous connectés à notre cœur, mais très très vite, même je dirais que dès que l'enfant il va naître, à partir de son premier jour de vie, en fait, sa connexion à son cœur et à son être-té véritable est déjà en régression, en fait. Et dès l'âge de 3 ans, il y a déjà des processus qui sont mis en place pour de sorte à ce que l'enfant ne soit plus connecté à son cœur et à son être. Alors, je sais que ça va faire bondir un tas de personnes qui entendront un tas de personnes qui pourront entendre cette vidéo. Néanmoins, j'ai pu véritablement l'observer. Donc, notre rôle de parent va être précisément de permettre à l'enfant de discerner entre ses envies, ses désirs qui sont issus d'envie, de cet espace de construction de l'ego et de ses besoins fondamentaux. Une autre chose qu'on entend aussi dans l'éducation bienveillante, c'est que l'enfant sait ce dont il a besoin. Alors, un autre exemple qui avait été donné lors de la formation, c'était de dire mon enfant, alors cet enfant avait 3 ans, je crois, 3 ans et demi. Il faisait froid dehors, il y avait beaucoup de vent. Cet enfant était déjà un petit peu enrhumée puisqu'elle toussait et elle sortait dehors sans manteau. Sa maman lui a demandé de mettre un manteau parce qu'étant donné qu'elle était déjà enrhumée, elle ne souhaitait pas que son état empire, donc elle voulait qu'elle mette un manteau. Elle grelottait, donc tous les symptômes physiques étaient présents. Et il lui a été répondu lors de la formation que les enfants sont en connexion avec leurs besoins profonds et que si elle avait eu froid, elle aurait mis son manteau, mais que ce sont des projections d'adultes de penser qu'ils ont froid et comment elle se sentait à l'idée que son enfant tombe malade. Alors ça, ce sont des pièges dans lesquels je suis complètement tombée il y a 10 ans. Et je me rends compte avec le recul à quel point il n'y a absolument aucune bienveillance envers le parent et à quel point cette éducation positive, bienveillante, est ultra violente pour le parent et donc pour l'enfant. À partir du moment où le parent se sent maltraité dans son intégrité, je vais m'expliquer ensuite, dans son intégrité personnelle, dans ses propres besoins à lui, il ne pourra en aucun cas être bienveillant envers son enfant. C'est tellement évident en fait. Que après, on va développer un tel déni de soi, une telle posture sacrificielle envers l'enfant,
parce que dans ces courants d'éducation bienveillante et positive, inconsciemment, il est demandé aux parents d'être disponibles pour son enfant absolument tout le temps, et que les besoins du parent n'ont pas à être entendus par l'enfant, que les besoins du parent n'ont pas à être nourris par l'enfant, que c'est le parent qui doit soutenir la relation, c'est le parent qui doit être à 100% responsable de l'entièreté de la relation de l'enfant pour que l'enfant puisse se développer dans un contexte de bienveillance sans jamais que son parent puisse ni le punir, ni crier dessus, ni émettre le moindre avis ou la moindre volonté personnelle. Je me suis absolument et complètement détruite avec cette éducation positive et bienveillante pour lesquelles j'ai absolument appliqué tout ce qui est préconisé. Et je pensais véritablement que je m'étais entre guillemets trompée, qu'à l'époque j'avais peut-être interprété avec mon œil de maman toute nouvelle. Je me suis dit peut-être que c'était moi qui avais interprété en mode sacrificiel l'éducation bienveillante et positive. Et donc cette formation a été extrêmement enrichissante pour moi, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas à culpabiliser, parce que c'est exactement ce qui est demandé de faire en fait. 10 ans plus tard, je m'aperçois avec le niveau de conscience d'aujourd'hui de maman que je n'ai absolument pas trahi ce qui était demandé par l'éducation positive et bienveillante. Et je peux observer aujourd'hui à quel point elle est destructrice pour le parent, pour l'enfant et pour la relation entre le parent et l'enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis proposé d'accompagner les parents et les familles à restaurer quelque chose, une parentalité vivante en lien avec les besoins autant des parents que des enfants, pour pouvoir établir entre eux une relation harmonieuse où chacun a sa place. Je reviens sur du coup cette petite fille et cette maman qui était en quête de réponse concernant voilà, et que pour chaque action posée en fait ça devient un dilemme qui prend une ampleur. Oh, est-ce que je lui mets ce manteau? Si je lui mets ce manteau, je lui impose quelque chose. Or, c'est l'enfant qui est maître. Elle connaît ses besoins. Et donc, ça crée une culpabilité du parent vers l'enfant, alors qu'il sait profondément que l'enfant, là, il a un besoin fondamental qu'il n'arrive pas à nourrir seul. Dans ces cas-là, si on va dans l'extrême de ce raisonnement, un bébé, il a un besoin fondamental d'être changé, sauf que sans action de la part de son parent, qui va lui changer la couche à un moment X ou Y, dans ces cas-là, c'est déjà une prise de position. Je veux dire, le raisonnement peut aller très loin en fait dans la bêtise. Et du coup, j'avais cette maman qui était démunie face à moi, et je lui ai dit, tu sais, moi j'ai pu observer dans mon expérience qu'en vérité, je ne suis absolument pas d'accord avec le fait de dire que l'enfant est en lien avec ses besoins et qu'il sait ce qui est bon pour lui. Non, je suis désolée. J'observe que ma petite a 3 ans et demi, lorsque par exemple elle a besoin de dormir, que j'ai tous les signes physiques qui me montrent qu'elle a besoin de dormir,
son comportement devient agité, elle fait crise sur crise, elle tombe, elle se fait mal, elle a besoin de dormir. Et j'ai pu l'expérimenter. Alors, pourquoi est-ce que mon enfant, qui a ce besoin d'aller dormir, pourquoi il ne le fait pas? S'il était véritablement en lien avec ses besoins fondamentaux. Quand je vois ma petite, pareil, qui va sortir sans manteau, toute grelottante comme ça, avec les lèvres bleues, si moi, en tant que parent, je ne l'accompagne pas à discerner quels sont ses besoins, c'est-à-dire que pour moi, un enfant doit apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître quand on est tout petit, c'est apprendre justement à savoir quels sont mes besoins en fait. Et moi, en tant que parent, je lui donne le chemin. Je lui donne les outils pour apprendre à se connaître. Regarde mon enfant. Tu vois, regarde, tout ton corps là est en train de trembler. Tu as des frissons. Tu te serres contre toi. Ça veut dire que tu es renseigné sur le fait que tu as froid et que tu as besoin de te couvrir. Et moi, en tant que parent, je suis là pour prendre soin de toi et t'aider à devenir autonome dans le prendre soin de toi. Parce que un enfant n'est pas en lien avec ses besoins de manière automatique, systématique. Ça, c'est un apprentissage. Lorsqu'on comprend que le corps est complètement détaché de l'être-té en soi, il faut bien aider l'enfant à faire la relation entre le corps, qui est un tableau de bord, qui pour moi est effectivement un champ informationnel de ce qui est à guérir en soi ou à prendre soin de soi. Le corps est un magnifique véhicule qui nous permet de nous renseigner sur tout un tas de paramètres intérieurs pour pouvoir vivre une vie en cohérence avec notre cœur et ce qu'on aspire à vivre. Ce corps va nous permettre de réaliser certaines actions dans la vie qui vont nous permettre d'actionner certaines actions. Enfin, c'est pas le sujet ici, mais c'est pour dire que et pour expliquer véritablement le fait que un enfant tout petit, vous devez en tant que parent, autant que le renseigner sur un danger. Donc, vous voyez bien, par exemple, le danger, c'est pareil, à l'image d'un animal, c'est de l'ordre de l'instinctif. Ok ? Un bébé animal est en lien avec son instinct et normalement, un bébé humain, au niveau de son cerveau reptilien, il est en lien avec son instinct et normalement, on ne devrait pas avoir à expliquer à un enfant qu'il y a un danger, par exemple, à toucher du feu. Normalement, l'instinct devrait le renseigner sur la survie de l'espèce que de toucher du feu, je vais me brûler et potentiellement me faire mal et mourir dans l'extrême. D'accord ? C'est simplement l'information qui est envoyée normalement au cerveau. Et pour autant, qu'est-ce qui va pousser l'enfant à avoir besoin que l'adulte lui mette un stop face à un danger ? Pourquoi est-ce que à cet endroit-là, l'éducation positive dit oui, il faut mettre un stop face à un danger en expliquant à l'enfant qui risque de se brûler, qui risque de se faire mal.
Et pourquoi est-ce que si par exemple il a froid, le parent ne devrait pas le renseigner de la même manière si déjà au niveau instinctif, au niveau de la survie, il n'est pas renseigné de lui-même qu'il y a un danger, alors comment pourrait-il être renseigné sur le prendre soin de lui-même? D'autant que c'est une zone différente qui est activée en termes de besoins. Donc je pose la question, voilà, véritablement à toutes ces personnes qui vraisemblablement ont des réponses que je n'ai pas, ou alors on n'a pas fait la même expérience. Mais voilà, j'interroge ça. La notion aussi que j'ai pu observer pendant cette formation, et j'ai véritablement compris quelque chose, c'est que l'enfant est vu comme un cerveau. Alors moi, ça m'a choquée. En fait, je me suis rendu compte que tout est vu à travers le cerveau. Alors, le cerveau, il fait partie du corps. Sauf qu'à partir du moment où on est en connexion avec le cœur, un être n'est pas son cerveau. Vous êtes bien au-delà d'un cerveau, vous êtes bien au-delà de votre corps. Vous êtes un être vibrant, vivant, porté par l'énergie divine d'amour, en fait. Et c'est ça qui est au cœur d'une éducation. Et effectivement, lorsqu'on lit certains livres qui nous renseignent en termes de neurosciences cognitives que si on crie sur un enfant, on risque de détériorer ses synapses, oui, factuellement, c'est observable du point de vue du cerveau. Ok, on imagine, je crie sur mon enfant. Bon alors déjà, faut vous détendre avec cette idée, parce que c'est pas parce qu'une fois vous allez crier sur votre enfant que vous allez lui détruire les synapses, d'accord? Je pense que un parent qui va exprimer à son enfant qu'il n'en peut plus et qu'à un moment donné il va crier et qui va juste péter un plomb en fait. Eh bien moi je vois ça comme quelque chose de beaucoup plus sain qu'un parent qui va s'empêcher de dire quoi que ce soit à son enfant, mais que la colère à l'intérieur elle est tellement grande, tellement intense qu'au final ça renseigne inconsciemment l'enfant qu'on doit vivre cette violence en soi en fait. Vous comprenez où je veux en venir en fait? Parce que l'enfant, il est en connexion avec votre cœur, il est en connexion avec ce que vous vivez à l'intérieur. Vous pouvez ne pas lui dire pendant des années, mais lui, il le sait ce que vous vivez. Et cette violence qui se vit en vous, il ne peut que la vivre en fait, à travers vous. Donc même si vous n'avez pas les mots, même si vous ne le punissez pas, même si vous n'êtes pas violent, cette violence qui est à l'intérieur de vous parce que vous mettez un capuchon sur vos besoins, sur ce que vous avez envie de vivre avec votre enfant et vous vous empêchez de lui exprimer tout ça parce que c'est qu'un enfant et parce que on croit qu'il ne faut pas partager, il ne faut pas lui donner la télécommande des émotions, etc. Eh bien pour moi c'est beaucoup plus violent envers l'enfant de vivre à travers ça et d'être et de ne pas exprimer tout ce qu'on vit à l'intérieur à l'enfant. Alors je dis pas d'absolument tout lui partager en termes de ce que vous vivez par exemple avec votre conjoint ou à l'extérieur, etc. Mais par contre
ce que vous vivez dans la relation avec lui, ça c'est complètement sain. Ce que j'ai dit à cette maman, je suis allée la voir et je lui ai dit, mais lorsque tu renseignes ton enfant sur un danger et que là tu renseignes ton enfant sur un besoin que manifestement elle n'est pas encore suffisamment renseignée sur le fait que quand elle ressent qu'elle a froid, elle doit se couvrir. C'est simplement que ça te renseigne sur le fait qu'elle n'a encore pas intégré cette association en fait. Et que apprendre à l'enfant à prendre soin de lui, c'est effectivement le renseigner sur ce qui est bon pour lui, mais c'est aussi qu'il doit le voir dans votre prendre soin pour vous-même et de dire non, là mon chéri ou ma chérie, je prends un temps pour moi parce que j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin d'un moment pour moi de lire. Ça, c'est mon besoin et j'en prends soin. Et là, vous renseignez votre enfant sur comment il peut prendre soin de lui, en fait. Et vous verrez que si vous exprimez ça à votre enfant, il se fera une joie de pouvoir vous laisser prendre soin de vous-même. Mais avant ça, il aura fallu que vous lui expliquiez que c'est véritablement important pour vous. Une autre chose qui s'est passée, cette même maman a partagé le fait qu'elle était démunie lorsque sa fille piquait une crise de colère et qu'elle la tapait violemment. Cette maman nous a partagé le fait que dans ces cas-là, elle est véritablement démunie, elle se sent impuissante, d'autant qu'elle-même a été frappée par son père quand elle était petite. Et que du coup, lorsqu'elle est frappée, ça réactive cette blessure et ça la met hors d'elle et elle ne sait pas comment gérer. Alors, il lui a été répondu qu'il fallait qu'elle raconte cette histoire à son enfant, qu'elle lui dise qu'elle-même avait été battue et lui dire ce que ça lui faisait quand elle était frappée par son père et que du coup, pour elle, c'est pas possible de le vivre pour cette raison-là. Voilà ce qui lui a été répondu. Encore une fois, ça m'a grandement activée et profondément interrogée. Et encore une fois, je me suis dit, waouh, la violence de ce qui est transmis à travers l'éducation positive. J'ai posé la question au groupe, j'ai dit, fondamentalement, moi, j'ai pas été frappée par mes parents. Et pourtant, quand mon fils me frappait, ou quand ma petite est violente avec moi, ça me fait réagir en fait. De la même manière, parce que simplement j'ai de l'amour pour moi et j'ai pas envie d'être frappée en fait. Je n'ai pas à être frappée. C'est un non en fait. Que j'ai une histoire ou pas avec, pour moi c'est une interdiction formelle en fait d'être tapée. Et donc, encore une fois, je suis allée voir cette maman et je lui ai dit, en fait, à moi aussi, je lui ai partagé ce que moi, ça me faisait quand j'étais tapée par mon enfant. Et je lui ai dit, le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lui raconter ton histoire de vie. Et qu'est-ce qui va se passer quand, de nouveau, malgré le fait que tu aies raconté cette histoire de vie à ta fille, elle se remet à te frapper. Waouh! Mais ça va faire quoi? Non seulement ça va toujours activer ta blessure, mais en plus, tu vas te dire, waouh, j'ai pris la peine de lui expliquer ce que je vivais, et malgré ça, elle est encore en train de me taper et de me frapper en fait. Et là, du coup,
ça va créer une rupture dans le lien. Il y a quelque chose dans l'être qui va véritablement être profondément blessé parce que l'enfant, à cet endroit, en fait, il ne va pas pouvoir entendre que c'est parce que vous avez vécu tout ça. Ok, c'est important de le renseigner là-dessus, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que même moi qui ne porte pas cette histoire-là, je n'accepte pas d'être tapé. Et personne ne doit accepter d'être tapé ou maltraité en fait. C'est simplement un non, c'est catégorique. Il n'y a pas à expliquer quoi que ce soit en fait. Il n'y a pas de justification à donner pour ne pas être frappé. Il n'y a pas de justification à donner pour ne pas être frappé par son enfant. Donc c'est exactement ce que j'expliquais sur un autre support. C'est que l'éducation positive amène des enfants finalement à devenir les bourreaux des parents et à être à leur tour maltraitants en fait envers le parent. Et c'est pas juste non plus. C'est pas juste que le parent soit maltraitant envers son enfant, mais ce n'est pas juste non plus que l'enfant soit maltraitant envers son parent. Et un enfant qui frappe, un enfant qui hurle, un enfant qui crie, certes, il faut dans l'urgence faire stopper ce comportement parce que c'est non. Et ensuite, on va, si on n'arrive pas à accompagner son enfant, on va effectivement aller voir un professionnel pour se faire aider, pour se faire accompagner, parce que parfois, on n'arrive pas à prendre le recul suffisant pour pouvoir véritablement voir ce qui se passe. Mais c'est un enfant qui a besoin de frapper son parent, qui a besoin d'hurler, crier. Manifestement, il a des choses à dire. Il est en souffrance, cet enfant. Il est en souffrance, cet enfant. Ce n'est pas un être qui est violent envers un autre être. Ça veut dire qu'il n'est plus connecté à son cœur. Et s'il n'est plus connecté à son cœur, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un obstacle. Et ça peut être des obstacles et des racines qui peuvent être en lien avec tout ce qui est autour de la conception de l'enfant, ou pendant la grossesse, ou pendant l'accouchement, ou pendant les premières semaines de vie, ou pendant les premiers mois, où il s'est passé un événement enfin, ça peut être tellement de choses derrière ça. Et ce qu'il faut, c'est effectivement mettre un stop à ce comportement et aller voir ce qui se passe. Pour ne pas que ça recommence. Ce n'est pas en renseignant l'enfant sur votre propre histoire personnelle que ça va le stopper en fait. Parce que, d'accord, ce sont des êtres d'empathie, à condition de ne pas avoir vécu le moindre traumatisme. Mais on vit dans un monde où seule la peur existe, la violence est omniprésente dans chaque cours de récréation, dans chaque mot de parent qui va prononcer un mot au téléphone. L'enfant, il voit de la violence et de la peur en permanence, en fait. Je ne sais pas si je suis toute seule à le voir ou si vous vous en rendez compte, mais en fait, le challenge, c'est de véritablement de permettre aux enfants de dire « Ok, je suis dans ce monde, en fait, de peur, de mort, de maladie, de stress. » Donc, son lien empathique naturel, en l'espace de quelques semaines ou des fois quelques mois, quand il est bien préservé, peut être protégé, mais pas plus longtemps. C'est véritablement une urgence là, en fait. Et nos enfants, effectivement, sont en danger, en fait. En danger dans leur relation avec les autres, en danger de par leur déconnexion avec leur cœur, en fait. Moi, aujourd'hui, je vois très peu d'enfants qui sont en connexion avec leur cœur et qui ont encore un lien empathique qui soit communicant et qui soit vivant, en fait.
même dans des écoles alternatives. Donc il y a véritablement urgence là, en fait. Et les parents sont démunis parce qu'eux-mêmes ont perdu leur lien empathique. Et comment voulez-vous, en tant que parent, être en lien empathique avec votre enfant si vous-même, vous êtes déconnecté pour tout un tas de raisons, parce que vous vivez aussi dans ce monde-là, en fait, et que vous-même, vous n'avez pas eu de parents qui ont pu vous accompagner, ou alors que vous n'avez pas pu avoir les moyens de travailler sur vous, de voir toutes les racines qui vous activent dans le lien à l'enfant, parce que en plus, devenir parent et avoir un enfant, ça vient précisément vous activer dans toutes les blessures de parents. Ça vient précisément vous révéler des parts de vous-même, mais si vous n'êtes pas enclin à guérir ces parts-là de vous, c'est extrêmement violent. Et beaucoup d'enfants, en fait, et beaucoup de parents sont dans le déni de tout ça, ils ne se rendent pas compte. Beaucoup de parents disent, bon, bah, on fait un enfant, voilà, et il y a des intentions inconscientes derrière tout ça. Il y a des intentions, parfois c'est pour combler un vide qu'on ressent en nous depuis toujours, ou pour pouvoir garder le conjoint parce qu'on l'aime beaucoup et on pense que ça va permettre qu'il reste auprès de nous. Mais tout ça, c'est ce que porte l'enfant, toutes ces intentions autour de sa conception, c'est ce qu'il va porter. Alors, je ne dis pas qu'il faille culpabiliser, parce que une fois que l'enfant il est là, bah ça sert à rien de culpabiliser, de dire c'est pour ça, c'est pour telle et telle raison que je l'ai conçu, mon Dieu, je suis une mauvaise mère. Non. Par contre, vous êtes une mauvaise mère, oui, si vous ne regardez pas pourquoi votre enfant ou pourquoi votre lien à votre enfant est défaillant. Si vous n'allez pas chercher à l'intérieur de vous, si vous ne demandez pas, si jamais vous n'arrivez pas à aller voir à l'intérieur de vous, de dire alerte, j'ai besoin d'aide en fait. Je vois que j'ai un enfant que j'ai conçu peut-être pour de mauvaises raisons, et aujourd'hui je vois que ma relation avec lui elle est limite rompue, ou alors il y a tout un tas de paramètres qui ne sont pas joyeux dans notre relation. Et bon, bah, je me rends compte de ça, je le conscientise et je veux le réparer. Parce que si vous avez l'intention de réparer, alors on peut reconstruire. Mais s'il n'y a pas cette conscientisation, eh bien, ça ne pourra pas se faire. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Une fois que les choses, elles ont été posées et faites, on ne peut pas revenir dans le passé. Donc la culpabilité, elle ne sert qu'à se faire souffrir. Et elle ne permet pas d'avancer. Simplement de poser les jalons, de conscientiser et d'accepter de dire oui, ok, on va réparer. Comment on va réparer? Et parfois, ça demande d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui est inconfortable. Et ça, effectivement, ça peut être très difficile. Donc voilà, j'avais à cœur de vous faire cette vidéo parce que je vois à quel point j'ai pu encore conscientiser à quel point les préceptes de l'éducation bienveillante et positive, pour moi, sont destructrices pour l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Et je tire vraiment la sonnette d'alarme. Ça ne sert qu'à être profondément violent envers le parent. Ça génère des enfants qui sont complètement perdus. Ils n'ont plus aucun repère, aucune limite de ce qui est à faire, de ce qui ne l'est pas. Ils ne sont pas aidés ni accompagnés dans le discernement de leurs besoins. Et ça, c'est véritablement urgent, en fait. Donc voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même si ce sont des commentaires inconfortables. Il n'y a aucun souci pour moi de recevoir ça, au contraire, ça me permet
de répondre et de m'interroger encore plus profondément sur cette éducation et de toujours avancer, toujours plus, et de toujours travailler ces aspects-là et de remettre en question, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est en remettant en question ce qu'on croyait acquis. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des réflexions, des coups de gueule, des merci aussi, des conscientisations, des partages, voilà. Merci à tous et puis à très bientôt.